C'est la première fois qu'on dit ça dans Clic. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Mouloud. Leur République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes par François Hollande, illustrée par Laure Montloubou, est disponible aux éditions Grâce et Jeunesse dans la collection Quand ça va pas. Question très simple. Qu'est-ce qui va pas? D'abord, la démocratie, c'est quand même mieux que toute autre forme d'institution. La République, c'est la capacité de vivre ensemble. Donc quand on vit dans une République et en démocratie, c'est que ça va quand même mieux qu'ailleurs. Mais au sein de la République ou au sein de la démocratie, il y a des moments où ça ne va pas. Ça ne va pas quand il n'y a plus la confiance à l'égard des institutions. Ça ne va pas quand il y a des conflits qui demeurent, des violences qui sont commises. Et ça ne va pas non plus quand les Français doutent de la vie politique également. Et quand les grandes familles politiques, celles qui ont structuré notre démocratie, ne sont pas forcément à la hauteur de ces défis qui nous sont posés. Donc moi, ce que j'ai voulu avec le livre, c'est d'abord de dire ce qui va et comment ça va dans notre démocratie, et aussi de montrer aux enfants que lorsque ça ne va pas, il y a des solutions pour régler les problèmes. Il y a aussi une certaine idée de la France, d'expliquer ça veut dire quoi la République, ça veut dire quoi la France. Les Français ont la réputation d'être très très fiers d'être Français. J'ai une question très simple, François Hollande, pour vous, c'est quoi un Français? Un Français, ce n'est pas simplement celui qui a la citoyenneté française. C'est celui qui est conscient que son pays, la France, va avoir un rôle dans le monde et va pouvoir être capable de changer la planète. C'est une ambition. Il y a des pays où il n'y a pas cette capacité à pouvoir agir. C'est une chance qui nous a été donnée, soit de vivre en France, soit d'être français. Parce qu'on porte cette prétention. Et d'ailleurs, l'histoire nous donne plutôt raison. Il y a eu la Révolution française qui a changé le destin du monde. Il y a eu des grandes idées, ce qu'on appelle les Lumières, tous ceux qui ont inventé les libertés, les grands principes du droit. Ça a aussi changé l'organisation du monde. Et encore aujourd'hui, même si rien n'est tout à fait comparable, quand la France a été capable, après les attentats, d'accueillir une conférence sur le climat et de faire un accord international, ce qu'on a appelé la COP 21, ça prouve que la France elle a une capacité pour agir. Donc ça nous donne des droits, mais aussi des devoirs en tant que Français. On ne peut pas simplement être spectateur du monde. On ne peut pas être simplement des râleurs, ça c'est quand même aussi une spécificité, mais on doit utiliser notre colère, quelquefois, notre contestation pour agir. En ce moment, pour vous, le Français, il est plus râleur ou actif dans le monde? D'abord, ce n'est pas les mêmes qui peuvent râler et agir. Ceux qui râlent, c'est ceux qui, souvent, ne peuvent pas agir et qui voudraient peut-être, mais qui en sont empêchés ou qui ne peuvent pas forcément avoir dans leur colère la possibilité de la transformer. Je pense que la France n'agit pas suffisamment dans le monde. Il y a des conflits qui sont lourds, ce qui se passe encore en Syrie en ce moment, ce qui se passe toujours en Libye, qui justifierait qu'on se mette plus en avant, qu'on ne laisse pas d'autres le faire à notre place. Il y a la question du climat, on le voit bien, qui devient une préoccupation, pas simplement de gens qui souffrent des catastrophes, mais de tout le monde. Et puis il y a l'idée de la liberté, des droits de l'homme. C'est comme ce que la France doit sans cesse rappeler. Mais il faut aussi que ceux qui râlent puissent être entendus et aussi qu'ils puissent comprendre pourquoi il faut faire à un moment des compromis. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout obtenir. Il faut essayer de lutter pour arracher quelque chose. Le livre s'appelle Leur République. Leur, c'est les jeunes et les moins jeunes, mais avant tout la jeunesse. Ce qui préoccupe le plus la jeunesse, c'est le climat, c'est l'écologie, c'est l'avenir qu'on va laisser aux jeunes. Et j'aimerais qu'on écoute un jeune que vous avez connu, Léonard Trierweiler, qui parlait de François Hollande à l'Élysée. C'est vraiment le mec normal qui dit qu'il est? Ouais, c'est même un mec trop normal. Pourquoi trop normal? Bah, genre, parfois à l'Élysée, ça lui arrivait d'éteindre toutes les lumières lui-même et tout, et ça coûte trop cher, machin. Mais non. Si, il arrête pas. Je me souviens justement d'une scène comme ça où il faisait les salons un par un en éteignant les lumières. C'était assez drôle. Trop normal. Non, on n'est jamais trop normal. Quand on est anormal, on est quand même dans une position qui n'est pas forcément très enviable. Donc moi, ce que je pensais que c'était mon devoir, comme président de la République, j'habitais une maison qui était la maison de tous.
J'avais le souvenir que le général de Gaulle faisait aussi comme ça, éteignait les lumières avant de partir. Et quand je voyais le palais de l'Élysée qui rutilait, qui illuminait même, c'était bien comme image. Mais dans ces périodes-là, il faut aussi faire, non pas simplement des économies, mais montrer l'exemple. Vous êtes mieux dans le palais de l'Élysée ou dans votre salon, chez vous? On est toujours mieux chez soi. Il ne faut pas croire qu'un président veut absolument vivre dans un lieu qui est prestigieux, qui peut apparaître luxueux. Non, on est quand même mieux quand on a fait son propre intérieur, choisi son propre mobilier, fait sa cuisine quand on en a la possibilité. Moi, je ne suis venu à l'Élysée comme président qui habitait là-bas que parce que j'avais des contraintes de sécurité, c'était plus pratique. Je pense que ça a été vrai aussi pour Emmanuel Macron et avant moi pour Nicolas Sarkozy. C'est pas par gaieté de cœur ou par fierté ou pour être conscient qu'on est important, parce que c'est nécessaire. La vie normale, ça existe quand on a été président? Parce que là, vous avez encore un dispositif de sécurité autour de vous. Mais vous savez, la vie normale, elle n'était pas non plus la mienne avant d'être président. J'étais chef d'un parti, j'étais maire, député. S'il y a des jeunes ici, ça s'appelait le PS. Oui. Mais demain, il y aura toujours le socialisme. C'est une idée qui ne se perd jamais. L'idée de la justice, de l'égalité. Donc, j'avais aussi ces contraintes-là. Je ne me déplaçais pas n'importe comment. Mais quand je suis devenu président, là, il y a eu des contraintes beaucoup plus fortes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la campagne électorale, j'avais pris de la farine sur la tête. C'était une mauvaise intention, mais qui ne m'a pas blessé. Mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc c'était normal que, devenant président, j'ai un système de sécurité. Et après avoir été président, surtout que je l'ai été dans une période où il a fallu être dans un combat contre le terrorisme, il était tout à fait légitime que je sois encore protégé. Mais c'est pas là aussi. Ce sont des fonctionnaires tout à fait compétents, discrets. Mais c'est pas toujours ce que je pourrais souhaiter. J'aimerais qu'on écoute un jeune homme, parce que lui aussi, il est jeune, hein, et dans votre livre, vous parlez aux jeunes, vous expliquez la gauche, la droite, avec les métaphores comme les pommes. Et j'aimerais qu'on écoute ce jeune parler à d'autres jeunes de la droite et de la gauche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au tableau la différence entre la droite et la gauche, avec une craie, et en 1 minute, s'il vous plaît? Top chrono. Attends. Alors, donc la droite... C'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française, qui a son histoire aussi, pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. Que les gens aient les mêmes droits, tu vois. Là, c'est que les gens soient libres. Il y en a qui vont réussir, d'autres non. Tant pis. Là, c'est que les gens soient égaux, mais ils ne sont pas forcément libres. C'est pour ça que moi, je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté, parce que c'est quoi la devise française? Liberté, égalité, fraternité. Eh bien, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top. Vous pensez qu'on est en train de vivre le quinquennat de la fraternité, François Hollande? Est-ce que c'est au président d'être fraternel? Parfois, il doit être paternel. C'est son rôle aussi. Si c'était une présidente, je dirais maternelle. C'est-à-dire qu'il doit essayer d'emmener tout le pays, de ne négliger personne, de n'écarter personne, de n'humilier personne. C'est ça qui est le plus important. Donc, qui est-ce qui l'écarte? Qui est-ce qui l'humilie? Il y a des gens qui se sentent écartés. Quelquefois, ce n'est pas forcément volontaire, mais il y a des personnes qui ne se trouvent pas considérées, ne se trouvent pas associées, ne se trouvent pas écoutées. C'est jamais facile, hein, quand on est président, de pouvoir être attentif à tout. Mais il ne faut jamais donner le sentiment d'être loin de tout. Et moi-même, hein, je souffrais d'une forme d'isolement. Donc quand on est dans cette situation, il faut aller chercher le contact, il faut essayer de comprendre. Ça suppose quelquefois d'avoir eu une expérience. Peut-être que Emmanuel Macron ne l'avait pas au moment où il est devenu président, je pense qu'il doit l'acquérir. Une expérience d'avoir tenu des permanences, fait des marchés, fait du porte-à-porte, écouté... Et c'est très important dans une République. Qu'est-ce que c'est que la République? C'est qu'on est partie prenante, on est tous partie prenante d'un bien commun qui est le nôtre. Donc il faut absolument aller chercher tous ceux qui, à un moment, s'écartent, se disent que c'est pas pour eux, la République. Si.
C'est la leur. C'est pour ça que j'ai pris leur République. À votre avis, est-ce qu'il y a une candidate ou un candidat qui peut battre Emmanuel Macron en 2022 ? Bien sûr, dans une élection à 2 ans et demi, qui va dire qu'il y a un candidat qui serait sûr de gagner et d'autres qui seraient forcément certains de perdre. On peut même penser que si rien n'est proposé, le dépit, la révolte, l'indifférence conduisent à ce que ce soit l'extrême droite qui puisse apparaître comme une alternative. Ça, je m'y refuse. Mais il ne s'agit pas d'avoir une protestation morale en disant « non, il ne faut pas ». Il faut d'abord proposer des idées, des solutions, donner un sens, montrer qu'on peut changer de destin, qu'on peut faire de la France une autre politique qui donne une espérance. C'est ça qui doit être fait. Moi, mon rôle, c'est de dire par ce livre et par d'autres, mais surtout à ces enfants, tout n'est pas fatal, tout n'est pas définitif, on peut toujours agir. Et on a les moyens. La République, c'est ce qui nous donne les moyens d'agir. Mais vous voyez quelqu'un dans le paysage politique actuel capable de battre Emmanuel Macron en 2022 ? Et je vous ai dit, il y a même un risque que ce soit Marine Le Pen, si vous voulez que je donne des noms. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent « moi, je ne voterai plus jamais contre, je veux voter pour, et si c'est pour simplement faire barrage, je n'en serai plus ». On voit bien ce que ça peut avoir. D'autre part, qui peut dire qui sera au second tour de l'élection présidentielle ? Qui aurait d'ailleurs pu, quand j'étais moi-même président, 2 ans et demi avant, dire qui serait au deuxième tour. À cette époque, je m'en souviens de dire ça va être encore Hollande-Sarkozy. Vous voyez, c'était un peu cet esprit-là. Ça n'a pas été ni Hollande ni Sarkozy, si j'ai bonne mémoire. Et question, ça vous travaille ou pas ? Si je travaille, oui. Ouais, mais ça vous travaille ou pas ? Mais oui, moi, il se trouve que j'ai déjà été président. Ça change, ouais. La perception. Je n'ai pas une espèce d'obsession, comme certains le croient. Je n'ai pas l'idée de tous les matins de me dire, mais comment ? J'ai été président, je ne le suis plus, mais quelle injustice ! C'est moi-même qui ai décidé, d'ailleurs, de ne pas être candidat en 2017. Donc je ne suis pas du tout dans une démarche de monopolisation du pouvoir ou de la politique. Donc j'essaye d'être utile. Et c'est en étant utile que je peux éventuellement servir mon pays. J'aimerais qu'on parle de 2 moments de votre quinquennat. Le moment où je vous ai trouvé le plus président et le moment où je vous ai trouvé le moins président. Oui. J'aimerais qu'on commence avec Christiane Taubira, qui était sur ce plateau. Je quittais la chancellerie. Je m'apprêtais à aller au cinéma. Parce que souvent le soir, j'étais à l'Assemblée, au Sénat. Et c'est sur le perron de la chancellerie, au moment où je descends, que je reçois l'appel, que mes officiers de sécurité reçoivent en même temps d'ailleurs. Et nous nous rendons donc à la cellule de crise. Et la nuit n'appartient plus qu'à cette horreur. On pense à réagir, on pense à proclamer l'état d'urgence, on pense à protéger les gens, on pense à organiser l'accueil des victimes, des familles. Je suis retournée dans mon bureau. Je m'écroule d'abord parce que je pleure toute l'adrénaline qui retenait les vagues de larmes. Mais une fois que le travail a été fait, je laisse aller. Je dirais pas que ça m'a fait du bien, mais je retrouve mon humanité. François Hollande, vous avez beaucoup parlé du 13 novembre. Mais il y a une question que je me suis toujours posée, c'est comment vous vous êtes endormi ? Est-ce que je me suis moi-même endormi d'ailleurs ? Parce que cette nuit-là dont parle Christiane Taubira, une nuit qui nous a unis, Manuel Valls qui était le Premier ministre, Bernard Cazeneuve le ministre de l'Intérieur et Christiane Taubira la ministre de la Justice et bien sûr le Président, c'est une nuit inoubliable parce que c'était une horreur, c'est le mot que j'ai moi-même employé, parce que nous étions mobilisés à la fois pour apporter secours, consoler déjà, et puis appréhender les terroristes. Donc je crois que je ne me suis pas endormi cette nuit-là. Le matin même, finalement, en continuité, j'ai présidé une réunion. Mais à un moment, il faut dormir. C'est ce moment-là qui m'intéresse. Et oui, et à quoi pense-t-on pour s'endormir ? Bien sûr à ce qu'on vient de vivre, mais à ce qui nous attend. Moi, c'était ça qui continuait à me préoccuper. Qu'est-ce qui va se passer après, le jour d'après la catastrophe, la drame, la tragédie ? Est-ce que ça va continuer ou est-ce que ça va s'arrêter ? Ça a continué.
J'aimerais qu'on regarde un moment qui, pour beaucoup de Français, c'est le moment où vous avez été le moins président. Cette révision de la Constitution doit s'accompagner d'autres mesures. Il en va de la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français. Avez-vous conscience que la déchéance de nationalité, ça a été pour beaucoup d'électeurs, pour beaucoup de Français, la trahison ultime de la gauche, de ceux qui croyaient en la liberté, l'égalité et la fraternité? Ça a pu avoir cette conséquence. Ça l'a eu? Ça a pu avoir cette conséquence, même si j'ai retiré cette disposition. Mais quand je me réécoute, il s'agissait de qui? Il s'agissait de qui? Des personnes qui ont la double nationalité? Non, pourquoi? Qui vivent paisiblement, tranquillement, même des délinquants. Ce n'étaient pas eux qui étaient visés. C'était les criminels terroristes, ceux qui avaient été condamnés par la justice pour crimes terroristes. Deuxièmement, mais c'était peut-être difficile à entendre, il y avait déjà la déchéance, il y a toujours la déchéance de nationalité pour des personnes qui ont la double nationalité et qui l'ont acquise par naturalisation. Mais est-ce que vous comprenez la portée symbolique qu'un président de gauche fasse ça? Non, mais c'était quand même après des attentats terroristes où des djihadistes nous avaient mis des armes contre nous, contre leur propre pays. Est-ce que la nationalité, ça a une importance pour eux, pour ces gens-là? Et si ça n'a pas d'importance, à quoi peut-on se raccrocher pour dire que la déchéance de nationalité, c'est une trahison, si ça n'a pas d'importance pour eux? Pour tous les autres Français qui ont été stigmatisés. Donc c'était un symbole, et c'est pour ça que quand j'ai compris que des personnes qui n'avaient rien à voir avec le terrorisme, qui vivaient avec les mêmes émotions que nous face à ces événements, à ces catastrophes, pouvaient, parce qu'ils étaient eux-mêmes doubles nationaux, se sentir différents des autres, que j'ai dit, puisqu'ils le ressentent, même si ça n'a rien à voir avec notre sujet du terrorisme, puisqu'ils le ressentent, il faut le retirer. Voilà ce que j'ai donc... Vous pensez que ça fait du mal à la gauche? Ça m'a fait du mal. Ouais. C'est pas la gauche qui est en cause, c'est moi qui suis en cause. Ça vous a fait du mal? Ça m'a fait du mal, mais c'est pour ça que quand on n'arrive pas à se faire comprendre, parce que c'est toute la difficulté, même on peut avoir une position que l'on croit juste, si elle n'est pas comprise, elle est mauvaise cette position, puisqu'elle n'est pas comprise, puisqu'elle n'est pas partagée. Donc à ce moment-là, il fallait que je la retire. J'aimerais vous montrer une question qu'on vous a posée, c'était en septembre 2016. Cette question est d'Assa Traoré. Oui. Qu'est-ce que je pourrais dire à François Hollande? C'est que mon frère Adama, il est mort le jour de son anniversaire et c'est un citoyen, c'est un homme français, mort dans les mains des gendarmes, mort dans les mains des personnes qui doivent nous protéger. Et je pense qu'aujourd'hui, votre position, il doit être claire sur cette affaire et qu'il faut revoir tout ça parce que ces bavures policières, cette violence policière, elle s'agrandit de jour en jour et d'année en année en France et ça, c'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, c'est Adama, hier, il y a d'autres personnes, il faut que ça cesse. Et je pense qu'il faut que tout le monde se lève et que vous aussi, Monsieur le Président, vous fassiez quelque chose en tout cas, que justice soit faite à travers Adama. Que vous preniez vos responsabilités aujourd'hui à travers cette affaire-là, pour qu'il n'y ait plus d'affaires comme Adama et pour que les autres affaires soient jugées correctement. Que la France prenne ses responsabilités, que le président François Hollande prenne ses responsabilités. J'avais vu ce reportage quand j'étais président. Donc j'avais été alerté aussi bien par cette intervention que par d'autres avant. Je suis content que vous soyez là pour lui répondre. Oui. Donc ce qu'elle demande, c'est justice. C'est que la justice puisse intervenir. C'est bien sûr que lorsqu'il y a une violence policière, elle puisse être condamnée par la justice et bien sûr sanctionnée par l'État, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur. Donc la justice, elle a été saisie sur l'affaire Adama. Et elle continue d'ailleurs de travailler. Il y a une nouvelle expertise qui a été demandée, ce qu'on appelle les personnes parties civiles qui sont intéressées. Donc il y a une enquête qui doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire savoir exactement si la mort d'Adama a été provoquée par
une violence policière ou si c'est une autre cause qui s'est produite. Donc pour ça que je pense que c'est l'idée de la République, il faut faire confiance à la justice. Et si la justice ne fait pas son travail, alors là, il y a une intervention à faire, mais elle ne peut pas être faite par le président de la République. Je veux qu'elle le comprenne. Ce n'est pas le président de la République qui peut décider à la place de la justice. Ce qu'il peut faire, c'est engager la justice, c'est demander à la justice. C'est ce qui se fait. Il y a une autre affaire qui a été à peu près au même moment, qui avait eu lieu à Aulnay-sous-Bois, où un jeune, Théo, avait été violenté par un policier. Là aussi, non seulement j'ai fait en sorte qu'il y ait une enquête administrative, la justice a été saisie aussi. Mais je suis allé le voir. Vous êtes allé voir Théo. Pourquoi vous n'avez pas répondu je ne pouvais pas aller voir tout le monde. Dama. Mais pourquoi vous n'avez pas répondu à Assa Traoré? Mais j'ai répondu de cette manière, en agissant et en saisissant la justice. Et aujourd'hui, quand on voit le climat tendu dans les manifestations, où des gens qui ont une culture de gauche, qui vont manifester, disent on a peur de se rendre en manifestation parce qu'on a peur de la police et qu'on a peur des flashballs et qu'on a peur de la répression, comment est-ce que vous réagissez? Je pense que, là aussi, dans la République, il y a un principe, une liberté, c'est celle de manifester. Le principe, c'est de pouvoir avoir le droit de manifester. Et le droit de manifester, ça suppose une autorisation pour les organisateurs, mais ensuite, pour ceux qui vont dans la manifestation, ils doivent avoir le sentiment d'être en sécurité. Or, tel n'est pas le cas aujourd'hui. Certains provoquent, hein. Il y a aussi des violences qui sont délibérées contre les forces de l'ordre, et puis il y a d'autres personnes qui se trouvent elles-mêmes soumises à des violences qui ne sont pas acceptables. Et donc, je crois qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème des armes utilisées. Moi-même, quand j'étais président de la République, il y a eu un drame à Sivins, je ne l'oublie pas. Rémi Fraisse aussi. Rémi Fraisse. Et donc, j'ai fait interdire les grenades qui... une d'entre elles s'était coincée dans sa capuche et avait provoqué sa mort. Donc, il n'y a plus de grenades, mais il y a encore la question des flashballs. Donc, il faut absolument que ces matériels puissent être proscrits dès lors qu'ils peuvent mettre en cause la vie ou l'intégrité physique de personnes. Il y a des gens qui ont été éborgnés, des gens qui ont été amputés. Il y a des violences très graves qui sont produites. Et il ne faudrait pas que ça puisse aller jusqu'à se dire on ne va plus manifester. D'ailleurs, il y a eu forcément moins de jeunes qui sont allés dans les manifestations pour cette raison. Moins de personnes âgées aussi. Bien sûr. Et pas que de gauche, de toute sensibilité confondue. Heureusement qu'il n'y a pas que des personnes de gauche qui manifestent. C'est juste pour le rappeler. J'ai eu droit à des manifestations très importantes de personnes durant mon quinquennat, de la Manif pour tous. Le droit de manifester, ce n'est pas simplement pour des gens de gauche, heureusement. Aujourd'hui, la France de 2020, est-ce que vous l'aviez imaginée telle qu'elle? Telle qu'elle est? Telle qu'elle est, oui. J'en suis pas responsable de la France de 2020, mais enfin, j'en suis aussi comptable d'une certaine façon. Quand on a gouverné jusqu'en 2017, on ne peut pas dire, vous savez, ça ne me concerne pas ou c'est pas moi. Non, il y a dans notre pays des fracturations qui se sont produites. Il y a des citoyens qui ne se sentent pas pleinement reconnus, considérés. On dit c'est une France en archipel. C'est pas tout à fait vrai. C'est une France en parallèle. Nous vivons les uns à côté des autres. Ça, c'est pas la République. On ne doit pas vivre les uns à côté des autres. On ne doit pas vivre dans les quartiers populaires comme si on était différent de la France rurale. Et la France rurale, ne pas comprendre ce qui se passe dans les quartiers populaires. Donc on doit échanger, on doit être mobile, on doit se connaître. Est-ce qu'il y a moyen de réconcilier toutes les Frances? Mais bien sûr. Et c'est ça le projet de la République. Il ne faut pas penser qu'il y a 50 ans ou 100 ans, la France était la même. C'était très différent quand on était de Bretagne, du Nord. On ne parlait pas d'ailleurs toujours la même langue. Et ça a été quand même la constitution de la France républicaine. On me disait, oui, mais il y a le service militaire. Ce n'est pas seulement le service militaire qui faisait ça. C'est parce que on circulait, on bougeait, et puis on essayait de se connaître, de se comprendre. Et c'est le rôle de la politique. Le rôle d'un responsable politique, c'est de faire des tours de France, si je puis dire. Hein. C'est d'aller visiter la France, d'aller la chercher, cette France, et de l'unir. Mais moi, j'ai une vraie question. Est-ce que vous avez fait le tour de la France pour votre campagne? Oui, j'en ai fait plusieurs, oui. Et vous avez perdu du poids? C'est vous qui dites ça. Oui, j'ai un conseil. Je demande un conseil, quoi.
je n'ose pas vous demander d'être candidat parce que c'est pas comme ça que l'on peut perdre du poids. Vous me donnerez le numéro après? Non, il n'y avait pas de... D'accord. Je suis désolé, mais il n'y avait pas de conseils qui m'étaient donnés. C'était assez simple, c'est que faisant cette campagne, me préparant à la faire, j'avais fait du sport et moins mangé. Je crois que ça reste des principes qui restent justes. Le JT de la street, Hakim Gemili. Bonjour François Hollande, j'adore la présidence. Quand j'étais petit, je voulais être président, mais j'ai juste goûté le fromage. Allez, super. Vous connaissez, vous? C'est possible. C'est Hakim, non? Ouais, c'est ça. Ah, génial, j'adore. Ça fait plaisir. Vous avez un conseil à donner aux gens qui ont des cadeaux pour la Saint-Valentin? Bah pour la Saint-Valentin, une bague de mariage. Ah ouais? Bah ouais. Tout de suite, radical. Bah oui. Soirée Netflix, sushi et sexe. Netflix, sushi, sexe. Ouais. Cousin, ramène la bague, sinon ça va mal se passer. On est d'accord? Ouais. C'est quoi pour vous, si vous deviez donner 3 titres d'actualité, c'est quoi pour vous? Beaucoup de morts avec le coronavirus. Bassem Sadek. Balkany qui est sorti de prison. L'environnement. Faut que je dise quoi? Il est encore en vue, Bouba, là? Il va être sur Twitter, t'es un ouf. Il parle de Balkany, il parle de Bouba, il dit n'importe quoi. Et le troisième, je l'ai pas là. Attends. Le troisième, tu l'as pas là? T'inquiète, hein. Tout d'abord, ce qui se passe avec le virus, là, le coronavirus, la propagation. J'embrasse tous les Chinois que je vois, moi. Ah ouais? Ah bah ouais. Ah bah ouais, c'est bien. Bah comme ça, au moins, ils sont contents. Oh, je vous en prie. Ah, ça me rassurait plus, mais... On a connu pire, et aujourd'hui, on est dans un pays assez développé, du coup, on sait comment faire face à ce genre de problème. J'ai un peu froid, ouais, je suis pas bien, là. Ah, c'est pas bien? Ouais. Attendez, continuez. Oh, tu sais, on reçoit François Hollande aujourd'hui sur Click. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Sérieux? Ouais, et il sort un livre, ça s'appelle Leur République. En fait, dans le truc, il explique plein de choses. Ça sert à quoi un président? À voler notre argent. À protéger aussi. C'est pas moi qui dis, c'est les frérots. Qui soit là, quoi, avec nous, avec le peuple. Comme une mère, en fait. Comme une daronne. Comme une daronne, exactement. François Hollande, la daronne, super. Enfin, la daronne. Ça se voit, c'est un mec bien, lui, j'ai envie de lui rouler une pelle, ou là, un peu. Hein? Si j'étais une fameuse, je me sortirais avec toi, je pense. Ça va? Ouais, ça va. Super. Non, François Hollande, c'est un bon. C'est un bonhomme. C'est mon gars, François. Bien sûr. Ouais, c'est mon gars sûr. Si tu l'avais en face de toi, là, maintenant, si t'avais un truc à lui dire? Je dirais, bonjour, monsieur François Hollande, est-ce que, pour les prochaines élections présidentielles, vous allez vous représenter ou pas? Ouais, monsieur Hollande, il y a des gens qui sont chauds, apparemment. Vous faites quoi pour la Saint-Valentin? J'ai rien de prévu. Vous voulez me faire une proposition, Mouloud? Netflix est sur MyCanal. Nous ont rejoint Camille Dessert, Clément Viktorovitch et Karim Benani. Bonsoir. Leur République, expliquée aux jeunes et aux moins jeunes par François Hollande. Et François Hollande est allé rencontrer les plus jeunes, Camille. Oui, ça se passait mardi soir dans votre bureau, François Hollande. On y était, 4 enfants, donc, âgés de 10 et 11 ans. Un entretien réalisé pour le quotidien Mon Quotidien, adressé justement à ces jeunes enfants. Des enfants qui n'avaient pas beaucoup de souvenirs, à vrai dire, de vous à l'Élysée. Normal, vous allez me répondre. Ils avaient entre 2 et 7 et 8 ans quand vous y étiez. Ils vous ont interrogé sur les études qu'il faut faire pour devenir président de la République, la différence entre République et démocratie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'échange que vous avez eu avec ces jeunes enfants, finalement, les sujets qui sont ressortis, c'est un petit peu ceux qui agitent l'actualité et les conversations entre adultes, c'est-à-dire la laïcité, la place de la femme ou bien encore les grèves, les gilets jaunes. Pendant 1 heure, donc, vous avez mis de côté votre costume d'ancien président pour enfiler celui de professeur de collège en classe d'éducation civique. Bonjour les enfants. Comment tu t'appelles? J'ai 10 ans, je m'appelle Ismaël. Ismaël. Bonjour. Tom, 11 ans. Tom, 11 ans. Mettez-vous là. Pour vous, qu'est-ce que la démocratie et la République? La démocratie, ce n'est pas la République. Est-ce que tu connais un pays où il y a une reine et où pourtant c'est une démocratie? L'Angleterre. Très bien. L'Arabie Saoudite. Ah oui? Alors, mais là, c'est pas une démocratie, tu vois. Comment devient-on président? On peut pas devenir président parce qu'on a décidé de l'être. C'est pas le premier de la classe qui c'est pas forcément le dernier non plus, mais c'est celui ou celle qui a été choisi par ses camarades. Pourquoi nous ne pouvons pas afficher nos croyances à l'école? Ça s'appelle la laïcité. On a le droit d'exercer son culte comme on le veut. On n'a pas le droit d'en parler. Mais on n'a pas le droit d'en parler dans les établissements scolaires. Chacun peut avoir sa croyance, mais on ne peut pas l'afficher dans la classe. Tu imagines si tu venais avec une croix. Est-ce que dans la rue, on peut montrer sa religion? Oui.
Oui. Est-ce qu'on a le droit d'avoir totalement son visage caché dans la rue? Oui. Non. On peut avoir un voile pour une femme, mais on ne peut pas avoir son visage caché. Par exemple, une cagoule avec un truc. Une cagoule, non. Oui, exactement, on pourrait dire pourquoi il met une cagoule. Comment le président, peut gérer sans stresser? Le président, il commence généralement assez tôt le matin et il peut terminer assez tard. Même la nuit? Même la nuit, ça peut arriver. Quand il y a eu des catastrophes ou des attentats. Catastrophe naturelle? Ouais, naturel, ouais. Il ne dort pas à ce moment-là. Ça peut être dangereux, du coup, d'être président. Ben oui, c'est dangereux quelquefois. Donc c'est pour ça qu'il a une protection. Si on leur explique, eux, jeunes, comment fonctionne le pays, ça va faire des citoyens qui après vont vouloir... Encore manifester? Je pense que c'est le livre qui m'a plu, ça. Oh, toi, tu feras de la politique. Elle fera de la politique. Ils sont impressionnants, vos enfants. Hein. Ils sont très bons. Hein. Bon, alors, voilà, vous avez gagné une chienne pour ceux qui ont répondu à toutes les questions. En fait, tu peux te servir. Non. Ça s'appelle de la démagogie, ça, tu vois. C'est-à-dire de donner ce que les gens veulent, sans contrepartie. Comment t'as trouvé le président? Il était très sympathique et je trouvais qu'il était assez drôle. J'ai trouvé qu'il était drôle, sympa, impressionnant. Que t'as envie, toi, plus tard, de faire de la politique? Un petit peu quand même. Il t'a donné envie? Un peu, mais il y a beaucoup de choses quand même à faire et à retenir. Est-ce que t'as trouvé que c'était un bon professeur? Oui, c'est un très bon professeur. Tu lui donnes quelle note? 20 sur 20. S'il se présente, est-ce que tu votes pour lui? Après, il y a d'autres personnes peut-être qui peuvent être bien, mais je pense que oui. Il t'a convaincu? D'après toi, il reviendra pas? Je pense pas. Je pense qu'il est bien dans son appartement avec sa chienne et voilà. Est-ce que selon la formule consacrée, la vérité sort de la bouche des enfants, François Hollande? Bah oui, pour une part, oui, c'est vrai. Vous ne reviendrez pas? Non, c'est pas ce que je veux dire, mais il est bien avec sa chienne dans son appartement. C'est quand même vrai, ça. J'ai pas mis ça me suffit devant la porte, mais je trouve que de dire, voilà, ça dépend. Une jeune fille, elle dit, la petite fille, elle a dit, ça dépend des autres aussi. Elle avait raison. C'est pas une élection où on s'impose. Il y a d'autres candidats et les Français choisissent. Vous pensez que les Français ont vraiment envie d'avoir le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Non, je ne crois pas. Je pense que ça, c'est la responsabilité, non pas d'Emmanuel Macron en particulier, ou de Marine Le Pen, c'est la responsabilité des autres, à eux, à ces grandes formations politiques, aux nouvelles aussi qui ont émergé, d'être capables de présenter une espérance. Parce qu'on vote pour une espérance. Parfois, on peut être déçu après. Mais on vote d'abord parce qu'on trouve que ça va nous changer, ça va changer l'ordre des choses et la vie des gens. C'est ça qui doit compter. Et donc, quand on dit qu'il faut éviter ce duel, qui peut être un duo, mais c'est d'abord la responsabilité des autres formations politiques. Pourquoi vous dites que c'est un duo? Parce que l'un favorisera toujours l'autre? Parce qu'il pourrait se dire que ce serait mieux que si on était l'un à l'autre en face. L'un parce que finalement il peut servir pour Marine Le Pen de repoussoir, et l'autre parce que c'est impossible de se dire qu'on va laisser Marine Le Pen présidente de la République. Donc il pourrait y avoir un intérêt commun, mais que ça c'est des intentions, c'est des préjugés. Ce qui compte, c'est quand même que les Français viennent voter, qu'ils aient le choix et qu'ils se disent que ça va changer quelque chose, pas simplement pour voter contre celui-ci ou contre celle-là. Ça, le voter contre, je crois que les gens n'en peuvent plus de ça. J'ai aussi une question sur le sens profond de ce livre. Même s'il y a des dessins, même si c'est d'apparence enfantine, on assiste quand même, beaucoup de Français disent, les hommes politiques n'ont plus de stature. C'est très dur. Aujourd'hui, on l'a vu à la mort de Jacques Chirac, c'est ce qu'on a le plus entendu. Aujourd'hui, on a l'impression que pour un jeune, c'est beaucoup plus simple de faire du business que de la politique. C'est beaucoup plus simple d'aller gagner de l'argent que de défendre des idées. Est-ce que c'est important de former une nouvelle classe politique? Et est-ce que vous trouvez qu'on a des grands hommes ou des grandes femmes politiques aujourd'hui? Vous savez, on trouve toujours que avant c'était mieux. Hein, il y avait des grandes figures, mais quand ces grandes figures étaient dans la vie politique, on les contestait, on les moquait, on voulait surtout pas les revoir, etc. Ce que je crois, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'engagement. C'est que entrer dans la vie politique, c'est pas simplement aller chercher un mandat une fois, puis on verra plus tard, puis rentrer dans les affaires. Il faut y consacrer sa vie. Moi, j'y ai consacré ma vie.
très tôt, je me suis dit, ce qui compte, c'est d'aller représenter les autres, et puis d'aller les convaincre, et puis de rentrer dans un parti, parce que j'y crois, parce que je suivais, à l'époque, c'était François Mitterrand, mais j'étais pas non plus dans une espèce de fan club, j'avais pas envie d'être simplement là pour applaudir, j'avais envie de prendre ma part. Puis je me suis dit, je vais aller conquérir un territoire, c'était celui de Jacques Chirac précisément, donc c'était pas facile en Corrèze, mais je me suis dit, voilà, il y a aussi un défi à relever. Et donc j'y ai consacré ma vie. C'est pas un métier, la politique. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux enfants. C'est pas pour... On fait ou du business, ou du sport, ou de la politique. Mais non, non. Et je peux pas faire sportif, c'est dommage. J'avais pas de don. Bon, je vais faire président d'ailleurs, ça a l'air d'être possible. Hein. Bon, donc ou chanteur. Le sport. Donc non, c'est parce que on a une mission. On a envie de faire quelque chose, pas pour soi-même, pour les autres. Et d'ailleurs, moi, je veux défendre plutôt les élus, même si c'est pas toujours facile de le faire, mais c'est plutôt des gens dévoués. On a l'impression qu'il n'y a que des coups à prendre à faire de la politique aujourd'hui. Oui, peut-être. Est-ce que ça ne va pas donner un appauvrissement intellectuel de la classe politique? C'est pas les coups qui appauvrissent intellectuellement. C'est quoi alors qui appauvrit intellectuellement? C'est le fait qu'on ne pense pas que le premier devoir de la politique, c'est d'imaginer, c'est de penser, c'est de proposer. C'est pas simplement de répéter, de répliquer, de prendre ce qu'il y a dans les rapports administratifs et de se dire ça va faire une politique. C'est de se dire qu'est-ce qu'on peut imaginer pour son propre pays ou pour sa ville. On est dans les élections municipales. Je vois les programmes là, tels qu'ils sont présentés. C'est combien d'arbres on va planter? Bon, écoutez, franchement, c'est pas celui qui prendra le plus d'arbres qui va changer la vie. C'est bien, hein, il faut végétaliser, etc. Mais il faut se dire qu'est-ce que je vais faire de ma ville, de ma commune, comment je peux la projeter, comment je la vois demain. C'est ça, et c'est ça qui donne envie de vous suivre. Même si quelquefois les gens, moi je me rappelle quand j'ai fait ma première campagne municipale, il y a quelqu'un qui m'apostrophe et il me dit dans votre programme, j'ai lu votre programme, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Moi, je dis mais il n'y a rien pour vous, c'est pas prévu, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de faire, c'est de sortir des gens de leur individualisme et de leur dire il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble. Dans la politique, François Hollande, il y a aussi la rhétorique, c'est l'heure des points sur les i. Clément. Eh bien, François Hollande, Monsieur le Président, on va essayer de dresser votre portrait rhétorique. Et sans surprise, la première chose qui vous caractérise, c'est sans aucun doute, en tant qu'orateur, c'est sans aucun doute votre humour. Je vous propose qu'on commence ensemble par un petit plaisir. On va regarder quelques-unes de vos meilleures saillies pendant les discours de campagne. Mais ils ont taxé tout. Ils ont taxé les ordinateurs, taxé Internet, taxé même le poisson. Et voilà qu'ils ont voulu taxer les parcs d'attractions. Jean-Pierre Raffarin a donné son corps en obstacle. Ça a suffi. Ils nous disent, mais si la gauche revient, elle va vider les caisses. C'est fait. Le président candidat est désormais candidat président. Quelle nouvelle! Quel bouleversement! Mais je vais vous faire une confidence. Moi, je m'en doutais. Alors, indiscutablement, François Hollande, vous avez un humour redoutable. C'est sans aucun doute votre première signature rhétorique. La deuxième chose qui vous singularise, selon moi, c'est votre prosodie. La prosodie en rhétorique, c'est comme ça qu'on appelle la musicalité du discours, en tout cas la musicalité de la voix dans le discours. Et justement, au sein de votre prosodie, il y a quelque chose de particulier, c'est la manière que vous avez de placer vos silences. D'ordinaire, on s'attend plutôt à des silences là où dans la phrase, on aurait un signe de ponctuation, un point ou une virgule. Et vous avez tendance à placer vos silences de manière plus créative. Regardez, on a pris quelques exemples de vos conférences de presse. Il y a eu des progrès sur le sujet du détachement des travailleurs. La laïcité, c'est la séparation de l'État et des cultes. Sur le mariage pour tous, si je puis dire. La candidature n'est pas présente. Et puis, si elle l'était, franchement, elle devrait être justifiée. Donc, ce n'est pas maintenant que la question doit se poser. Alors, cette utilisation créative des silences, c'est clairement l'un des traits qui caractérise votre rhétorique, ce qui ne vous empêche pas d'être un fameux orateur. Je vous propose que l'on voit ça avec la conclusion de ce qui est sans doute votre discours le plus célèbre, le discours du Bourget. Une France de la diversité, où chacun apportera sa différence, mais dans l'unité de la République, où les Outre-mer
nous ouvre à tous les horizons du monde et où les enfants d'immigrés doivent être fiers d'être français, parce que c'est le plus beau nom qu'on puisse donner à un citoyen du monde. La France n'est pas un problème, la France est la solution. Voilà. Alors dans cette séquence, on vous voit utiliser une figure qu'on ne voit pas souvent, qu'on appelle une anadiplose. L'anadiplose, c'est une figure qui consiste à reprendre en début de phrase le mot concluant la phrase précédente. C'est ce que vous faites quand vous dites « les enfants d'immigrés doivent être fiers d'être français parce que c'est le plus beau nom ». Et ça vous permet de construire une montée en intensité. Je crois que c'est la troisième caractéristique de votre rhétorique. Vous maîtrisez l'art du crescendo, qui est l'art de tous les grands orateurs politiques. Enfin, dernière caractéristique, vous avez également le sens de la formule. Et pour ça, je vous propose qu'on revienne au discours du Bourget. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Alors dans cette séquence, vous déployez une autre figure rhétorique, ce qu'on appelle une suspension. Ça consiste à parler de quelque chose sans désigner de quoi il s'agit. C'est un outil rhétorique qui permet de créer de la tension et ça explique peut-être notamment pourquoi est-ce qu'on s'est bien souvenu de votre phrase « Mon adversaire, c'est le monde de la finance ». Et justement, un dernier mot peut-être sur cette formule. En qualifiant la finance comme un monde autonome et en la désignant comme votre adversaire, au fond, vous vous rapprochez d'une grille de lecture classique en politique qui est celle de la lutte des classes. Or, vous avez mené une politique économique dont je pense qu'on peut dire qu'elle n'a pas remis en cause les fondements du libéralisme. Et c'est là la question que je me pose. N'est-ce pas, au fond, une faute originelle de votre quinquennat? Ce contraste entre une rhétorique aux accents marxistes et une politique sociale libérale, entre ce qu'une partie de vos électeurs avait compris que vous feriez au moment de votre campagne et ce que vous avez effectivement fait pendant votre mandat. Et ça, c'est le risque de la formule, que vous isolez d'ailleurs pour des fins de démonstration. La phrase se continue, et elle se continue pour dire ce qu'est la finance dans ce qu'elle a d'acceptable, la finance qui permet de prêter de l'argent à ceux qui veulent investir ou qui veulent acheter un logement, et de ce qu'elle a d'insupportable lorsqu'elle déstabilise des États, soumet des peuples et crée des problèmes à tous les particuliers. Donc c'est cette distinction que j'opérais. La finance, je n'allais pas dire, elle va être supprimée quand je vais être élu président de la République. Personne d'ailleurs n'imaginait que la France seule pourrait dire, voilà, la finance, c'est fini. Non, ce qu'on pouvait penser, ce qu'on a d'ailleurs fait, pas tout seul, c'est quand même de maîtriser la crise financière qui a d'ailleurs fini par s'évanouir, pas forcément par disparaître. Alors après, je ne sais pas ce que vous ressentez quand on écoute un discours, même le mien, vous voyez, c'est que le discours fonctionne quand vous avez encore de l'émotion, presque de la chair de poule, quand vous écoutez un orateur. Et quand je vois qu'aujourd'hui, ce sont les tweets qui l'emportent sur les discours, je me dis, par rapport à votre question de l'appauvrissement, etc., maintenant, on a fait de la politique pour écouter des beaux discours, des grands discours. Parfois, ils ne s'appliquent pas complètement, vous avez raison. Et alors, ça nous donne encore de l'envie. Quand vous écoutez les discours de Jaurès, de Blum, ou même de Gaulle, ce n'était pas forcément ce qu'il avait fait après, mais vous restez suspendu, vous restez transporté. Moi, j'ai vécu les discours de Mitterrand, dont je savais bien quand il parlait de l'argent qui corrompt, l'argent qui salit. Bon, on n'allait pas faire disparaître l'argent, mais on sentait bien qu'il y avait quand même une passion. Et quand je vois les tweets de Trump, je me dis là, on est tombé quand même bien bas. Et quand beaucoup d'hommes et de femmes politiques en arrivent à tweeter pour dire ce qu'ils pensent, mais je dis, mais faites des discours, écrivez des articles, faites des livres, mais donnez de l'ampleur, montrez que la politique, c'est aussi de la littérature, c'est de la rhétorique, pour rester sur ce thème-là, c'est de l'émotion, c'est de la passion, c'est pas quelques mots sur un tweet qui va d'ailleurs donner une impression, une peur. Quand Donald Trump tweet, maintenant on commence à avoir peur, et c'est souvent des insultes. C'est souvent de la négation, c'est de la moquerie. Regardez comment il traite ses adversaires dans ses tweets, ceux qui se disputent l'investiture démocrate. Alors que la politique, même quand on se
moque d'un adversaire, on le fait quand même avec un peu de talent, j'espère. Sinon, c'est pour ça que la politique, elle doit être entretenue. C'est une culture, la politique. La France a une culture politique. Clément Viktorovitch est professeur de rhétorique. La rhétorique, c'est un sport de combat. Comme la politique ou la sociologie, c'est l'heure de Clic Sport. Karim Benani. François Hollande, vous président, vous avez été le premier à déclarer ceci. En 2024, nous pourrions aussi organiser des Jeux. Ce n'est pas à l'État de prendre en charge ce dossier, c'est au mouvement sportif. Et figurez-vous que ce mouvement sportif l'a fait, effectivement. Septembre 2017, Paris se voit attribuer les Jeux Olympiques 2024. Ce n'est pas sous votre mandat, mais Emmanuel Macron a salué votre rôle dans cette obtention. Alors, à la question, François Hollande aime-t-il le sport? La réponse est évidemment oui. Vous êtes un lecteur assidu de la presse quotidienne sportive. Ça compte. Vous êtes également fan de foot grâce à votre grand-père maternel à Rouen qui vous a transmis cet amour de ce sport populaire qui était, on le rappelle, ignoré par certains chefs d'État français dans le passé. Pourtant, on vous a rarement vu jouer au foot. Ah si, peut-être une fois. C'était pour une belle initiative. Les politiques changent de costume. Vous avez du XXL. Le terrain sportif pour la bonne cause. La lutte contre la maladie d'Alzheimer. Une fois n'est pas coutume. Gouvernement et opposition sous un même maillot. Mais chacun aborde le match avec l'esprit sportif. Oh bon, on joue avec tout le monde là. Dans une cause comme celle-là, on ne fait pas la différence. On ne regarde pas qui sont les transferts de l'année. On ne regarde pas qui joue à droite ou à gauche non plus, bien sûr. Vous aimez le foot et ce sport aurait pu vous rendre l'appareil. Jacques Chirac a eu droit à son bisou sur le crâne de Fabien Barthez en 1998. Emmanuel Macron, lui, a eu droit à un câlin d'Antoine Griezmann en 2018. Vous n'avez même pas eu le droit à un seul regard de Blaise Matuidi, malheureusement, en 2016, après la finale de l'Euro perdue contre le Portugal. Mais peu importe, François Hollande, parce qu'à l'inverse de Nicolas Sarkozy, qui se délecte des paillettes des matchs du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, vous, président de la République, vous aviez choisi de supporter le Red Star dans un stade Bauer, on vous voit ici, enclavé dans une cité à Saint-Ouen, en banlieue parisienne, symbole du football dit d'en bas. Ce qui était plaisant aussi dans votre fonction de chef d'État, c'était forcément ces moments que l'on va voir, remettre la Légion d'honneur à certains sportifs qui ont apporté des médailles à la France. On vous voit ici avec Teddy Riner. D'ailleurs, on se pose forcément la question, que faisiez-vous avec eux après cette remise? Réponse de Vincent Gérard, le handballeur. Le président a fait un discours et puis après, ben voilà, en toute convivialité, on a bu un coup, on a mangé un peu. Voilà. En toute convivialité, on a bu un coup. Cette phrase ne m'autorise évidemment pas à vous demander combien. Pour terminer, François Hollande, vous, président de la République, vous avez insisté sur ce point. La Marseillaise, c'est un hymne qui nous rassemble tous. La Marseillaise figure dans la Constitution. La Marseillaise, c'est à côté de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, c'est le chant qui rassemble tous les Français. Chanter la Marseillaise, les sportifs le font, pas tous, c'est vrai, mais ce sont eux qui rassemblent un pays, comme les footballeurs français l'ont fait en 2018 après la victoire en Coupe du Monde en Russie. Et c'est surtout pour ça, on imagine, François Hollande, que vous aimez le sport encore aujourd'hui. Quel est votre rapport avec le sport aujourd'hui en 2020 ? Je ne le pratique que très occasionnellement, très peu, mais je le regarde avec beaucoup de plaisir je suis plus sur le football, mais aussi sur le rugby. Donc voilà, j'aime le sport, j'aime les sportifs, je les regarde avec envie, mais je ne vais pas jusqu'à mettre ma santé en cause. Pour le reste, le sport, c'est pas ça. Là aussi, c'est une culture. Je ne suis pas un spectateur simplement d'un match en disant on va gagner. Ce qui compte pour moi, c'est l'ambiance, c'est le rassemblement. Dans le film Les Misérables, qui commence par la scène où ces jeunes de Montfermeil, qui vont après avoir à affronter un certain nombre de situations douloureuses, ben, ils sont des fervents, ils chantent la Marseillaise. Donc le sport, dès que j'étais enfant, j'allais dans les stades, et ce qui m'intéressait, c'était bien sûr de voir le match, mais c'était de partager quelque chose avec des gens que je ne connaissais pas, qui mangeaient des frites, qui m'en feraient quelquefois une ou deux. Et quelques merguez aussi. Oui, et on ne se reverra pas après, mais on avait participé à quelque chose ensemble. C'est ça qui comptait pour moi, c'est d'être ensemble. François Hollande, vous connaissez le site Copain d'avant? Oui. C'est l'heure de la météo.
Bah, c'est super. Hein? Bonjour, comment ça va? Bonjour. Hein? Monsieur Viktorovitch, bonjour, j'aime beaucoup. Camille, hein? Monsieur Benani, on se voit au parc, hein? Monsieur Hollande, ça fait longtemps. Hein? Hein? Comment ça va? Hein? Vous demandez tous pourquoi je suis là. Hein? Alors on va faire ça vite parce que je suis garé en double film. Hein? Hein? J'ai pas envie d'avoir de PV, surtout avec tous les procès qu'on m'a mis sur la gueule là. Hein? Vous avez vu ce qu'ils m'ont mis? Hein? Pygmalion, hein? Bettencourt, même les blessures de Neymar, ils disent que c'est moi. Oh, faut qu'ils arrêtent là. Hein? Ils vont inventer quoi d'autre? Hein? Que j'ai fait financer ma campagne par Kadhafi? Oh, faut qu'ils arrêtent là. Bon, bah vous l'avez compris, ce soir c'est Sarko. Hein? Mais c'est Sarko Enrico. Hein? C'est Sarko. C'est Sarko Macias, voilà. Sauf que moi, c'est donner, je vous rendrai rien. Voilà ce que c'est. Hein. Moi, je suis pas Laurent Gérard. Hein. Si vous voulez voir Cantou, vous mettez là. Bon. Monsieur Hollande, vous savez pourquoi je suis là ce soir? Bah, je vais vous le dire. Hein. Si je suis là ce soir, monsieur Hollande, c'est parce que quand j'ai appris ce matin que vous étiez à Click, j'ai appelé mon ami qui est là, hein, parce que lui et moi, on se dit tout. Hein. Ah bah, il a voté pour moi en 2007, il a voté pour moi en 2012. Et si demain je me représente, je sais très bien qu'il sera à mes côtés. Un Faudel. Hein. Hein? Faudel, on t'embrasse. Oui, bien sûr que l'embrasse. Moi, je t'aime bien. Je veux vivre, Faudel. Je veux vivre. En tout cas, monsieur Hollande, j'en ai profité ce soir qu'on soit de nouveau réunis autour d'une table, voilà, avec des caméras, des micros, la France entière qui nous regarde, pour refaire le débat d'entre-deux tours de 2012, monsieur Hollande. Hein? Ah ouais, parce que je l'ai encore là. Hein? Je l'ai encore là et j'ai pas eu mon match retour. Vous connaissez Barcelone, monsieur Hollande? Parce que c'est une remontada que vous allez prendre de plein fouet, monsieur Hollande, je préfère vous le dire. Voilà, je préfère vous le dire. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour faire un débat avec moi? Allez-y, commencez. Alors, première question, monsieur Hollande. Ça va? Avec vous, ça va mieux. Oh, il a de la répartie. Oh là là, il a de la répartie. Il m'envoie. Il a repris du poil de la bête. Viktorovitch, quel genre de rhétorique il vient de me faire, là, j'ai pas compris. Là, il m'a envoyé dans les cordes. Allez, reprends-toi, Nicolas. Reprends-toi. Hein, t'es Rocky Balboa face à Apollo Creed. Hein, t'es le PSG face à la Corrèze. Il y a 200 millions d'écart de budget. Allez, deuxième question, monsieur Hollande. Sérieusement, pourquoi vous m'avez pas raccompagné à la voiture lors de la passation de pouvoir? C'est pas très gentil, ça, monsieur Hollande. Mais je voulais pas vous faire de la peine. En fait, c'était plus par générosité que par manque de considération. Et je m'en suis voulu parce que ça a été mal compris et vous l'avez toujours je viens sur le cœur. Un petit texto. Voilà. Un petit truc. Un tweet, ouais. quelque chose. Voilà. Tu me follow même pas sur Instagram, monsieur Hollande. Vous savez, monsieur Hollande, je vais vous dire une chose avant vous. Je pensais pas que c'était possible de rater un quinquennat comme vous l'avez fait. Bah, apparemment, si. Hein? Bravo Emmanuel. Bravo Manu. Hein? Bravo ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, monsieur Hollande. En fait, moi, je suis là ce soir pour qu'on unisse nos forces. Aujourd'hui, moi, je vous propose un marché, qu'on fasse un parti politique, vous et moi. Hein, moi, je suis la droite, vous êtes la gauche. Et ben, notre parti politique, on l'appelle Uppercut dans la gueule de Macron. Voilà ce qu'on fait. Hein? C'est intéressant. Hein? Avec vous et moi, on peut déplacer des montagnes. Hein? Le Macron, hein, ça sera plus en marche, ça sera en boitant avec nous. Hein? Faut bien comprendre ça. Il faut que vous sachiez une chose. C'est que si on gagne les présidentielles de 2022, monsieur Hollande, hein, eh ben on fait moitié-moitié. Moi, je suis le président et vous êtes la première dame. Hein. Ben, vous avez voté le mariage pour tous, il faut donner l'exemple, non hein? Vous savez, monsieur Hollande, donc il faut qu'on se mette en couple. Donc vous appelez Julie Gaillet, vous dites c'est terminé. Moi, j'ai déjà prévenu Carla, elle est repartie avec Mick Jagger, de toute façon. Hein. Parce que ma France, elle a mal, monsieur Hollande. Elle a mal. Et moi, je suis marié à la France. Alors, je dis pas que c'est à cause de vous, je dis pas que c'est à cause de moi. Mais là, c'est pas l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui vous parle. C'est Enrico Macias. Alors envoyez les cartes, parce que je vais être en retard pour Shabbat. Top à la vachette. Allez, c'est parti. Moi, Miss Météo, je vous affirme que samedi, il fera couvert sur l'ensemble de la France et ensoleillé dans le sud à Strasbourg. Moi, Miss Météo, je vous affirme que samedi, il fera 14 à Paris, 17 à Nice et 18 à Pardo. Moi, Miss Météo, je vous affirme que dimanche, il pleuvra en Ile-de-France. Ça va? Ouais. Et partiellement ensoleillé sur la partie sud. Moi, Miss Météo, je vous affirme que dimanche, il fera 14 à Lille, 16 à Bastia et 16 à Troyes. En tout cas, vive la République, vive la France et surtout, vive l'Uppercut. Merci à tous. Elle date de quand, votre dernière conversation avec Nicolas Sarkozy? On échange toujours quelques mots au moment des cérémonies. C'est pas l'endroit où c'est le plus facile de converser. Voilà, on essaye, enfin pour ce qui me concerne,
d'être dans le respect de la réunion. Et aussi de ce qu'un ancien président doit faire avec un ancien président. Qu'est-ce qui se raconte, ça c'est autre chose. Vous nous avez conseillé, avant de partir, le dernier album de Maxime Le Forestier. Et on écoute avec le titre « Date limite ». C'est comme un drôle de cadeau, un chef-d'œuvre qu'on lit sans en comprendre un mot. Va savoir quand elle... Merci François Hollande. Merci à vous. La République, expliquée aux jeunes et aux moins jeunes par François Hollande, illustré par Laure Montloubeau, est disponible aux éditions Glénat Jeunesse. Et je rappelle, l'intégralité des droits d'auteur sera versée à l'association Bibliothèque Sans Frontières.